Les États-Unis se préparent-ils à frapper un bout de Russie ? Un général américain affirme que l'OTAN pourrait s'emparer de Kaliningrad, l'exclave russe, en un temps record. Écoutez. Prenons l'exemple de Kaliningrad. On peut discuter de tout et de rien, mais elle est entourée par l'OTAN de tous les côtés. L'armée américaine et ses alliés ont désormais la capacité de détruire Kaliningrad depuis le sol dans un délai inédit et plus rapidement qu'on ne pourrait l'imaginer. Nous avons déjà planifié cela et nous l'avons déjà développé face aux problèmes de masse et d'élan que nous pose la Russie. Général Yakovlev, bonsoir. Bonsoir Margot. Est-ce que c'est possible à mettre en place ? Ah mais absolument. Pour ceux qui me suivent de temps en temps sur cette noble chaîne LCI, je parle de Kaliningrad chaque fois que j'en ai l'occasion, en disant que Kaliningrad est un facteur de force pour la Russie, parce que c'est un nid de missiles, en gros, au milieu de l'OTAN, et en même temps un facteur de faiblesse, parce que c'est très exposé, Kaliningrad. Et donc, le général américain, Hugh Harrer, le chef de l'armée de terre américaine en Europe, tout simplement, il rappelle ce qu'on sait depuis le début, c'est que Kaliningrad est très vulnérable à une dégelée d'artillerie et de missiles style HIMARS. Donc, on n'a même pas besoin de mobiliser des avions pour prendre des risques face à leur défense solaire, qui est très dense. Et Kaliningrad, c'est en gros 200 km par 100, c'est une sorte de rectangle un peu écrasé entre la Pologne et la Lituanie. Mais très stratégique. Et très stratégique, oui. Et alors, j'utilise Kaliningrad très souvent pour donner un exemple de ce que c'est que la dissuasion nucléaire. Comme vous le souvenez, on dit très souvent, si la Russie envahit l'Estonie, est-ce que l'OTAN passe au feu nucléaire, parce que c'est quand même article 5, ou est-ce que la France, par exemple, soutiendrait et tout. Et je dis à chaque fois, inversons la proposition. Si l'OTAN tire sur Kaliningrad, est-ce que les Russes passeront au nucléaire ? Pas forcément. Donc, Kaliningrad, quoi qu'ils en disent là, parce que là depuis hier... Là, ça les chatouille, Kaliningrad. Donc, voilà. Mais la vérité des prix, c'est que Kaliningrad est très vulnérable, que tous les objectifs militaires de Kaliningrad sont traitables en, je pense, quelques heures par une dégelée d'artillerie classique et de missiles, et que s'emparer, par exemple, de la moitié de Kaliningrad permettrait de dire... Kaliningrad, c'est en gros 15 ou 16 000 km², du style 3 fois de la Haute-Loire, pour donner un ordre de grandeur. Tout le monde connaît la Haute-Loire, j'espère. Et donc, ça permettrait de dire, par exemple, je prends la moitié de Kaliningrad, tu as pénétré en Estonie, et moi, j'ai pris la moitié de Kaliningrad. Tu passes nucléaire ou pas ? Nous, non, mais toi ? Et après, maintenant, on peut parler, un partout, balle au centre. Donc, je trouve ça très intéressant que les Américains, enfin, rappellent aux Russes qu'ils ont un facteur de vulnérabilité réel. Justement, général Yakovlev, comment vous expliquez ce changement de ton ? On apprend que Pete Hegseth, le ministre de la Défense américain, sera lundi auprès du groupe de contact sur l'Ukraine. Donc il ne boycotte pas cette fois-ci, parce que la dernière fois c'était le cas. Oui. Comment vous l'expliquez ? Alors, s'agissant de l'administration Trump, j'ai du mal à expliquer. Ils ont des revirements. Par exemple, ce qu'on appelle le revirement de Trump, qui a changé de pied pour l'Ukraine et tout. Très franchement, j'y crois pas parce qu'on le voit pas. Mais là, ce sont des militaires, général Yakovlev. Oui, ce sont des militaires. Alors, ils s'expriment. Je pense qu'il y a une notion de ballon d'essai. Il n'est pas exclu aussi que Trump ait décidé de jouer au macho, là, une rodomontade et tout, qu'il a dit ça commence à bien faire, il faut que quelqu'un leur passe un message et que les gars aient dit, à la limite, on leur dit qu'on a des plans. Tout le monde sait qu'on a des plans, que les Américains ont des plans, que l'OTAN ont des plans, que les Polonais ont des plans. Tout le monde le sait. Donc là, pour la première fois, on dit ouvertement Kaliningrad. Très franchement, si on fait une dégelée d'artillerie sur Kaliningrad, les gars, vous n'aurez pas le temps de regarder et ça sera assez vite réglé. Là, c'est la première fois que c'est dit aussi franchement, ouvertement. Oui. Il était temps. Il était temps de dire aux Russes, c'est pas si simple. C'est pas, comme on dit en américain, a one-way street, un chemin à sens unique. Vous aussi, on peut vous faire mal si on a envie. Donc toutes vos rodomontades sur le corridor de Suwalski, qui est d'ailleurs entre Kaliningrad et le Bélarus, ou l'Estonie, et quand vous menacez les gars, etc., vous oubliez que nous aussi, très facilement, on peut, de là où nous sommes en réalité, de là où sont nos positions d'artillerie,
on peut orienter les tubes et tirer. Mais regardez ces mots. Dans la doctrine nucléaire russe, c'est assez clair. Le président de la Commission des Affaires internationales de la Douma dit « Une attaque contre Kaliningrad équivaudrait à une attaque contre la Russie, assortie de toutes les mesures de rétorsion prévues, entre autres, par sa doctrine nucléaire. Le général américain devrait en tenir compte avant de faire de telles déclarations. » Est-ce que Kaliningrad, c'est une ligne rouge ou est-ce que, clairement, on va jouer au même jeu qu'avec la Crimée, où on disait que c'est une ligne rouge, elle a été franchie, le pont de Kerch a été tapé plusieurs fois, Sébastopol également, mais pas d'utilisation du nucléaire pour l'instant. Alors vous faites très bien de poser la question en ces termes, justement. Alors d'abord, le président de la Douma, c'est pas lui qui décide de tirer. Donc à la limite, il dit ce qu'il veut. Peut-être que ce qu'il dit est sur ordre, mais bon... c'est un peu comme si nous, M. Larcher, avec toute l'affection que j'ai pour lui, allait pérorer sur la dissuasion nucléaire française. Et voilà. Non, donc il ne le fait pas et il laisse ça, il laisse ça au président. Donc le président de la Douma, bon, il dit ce qu'il veut à la limite. Maintenant, ce que vous dites est très vrai. Du point de vue russe, de la propagande russe, la Crimée et le Donbass, c'est russe. Et c'est donc soumis, théoriquement, aux mêmes règles de protection que le reste de la Russie, dont Kaliningrad. Et pourtant, ils ont accepté des dégelés de missiles sur Sébastopol. Et ils ne sont pas passés au feu nucléaire. Donc on peut très bien les regarder avec l'air du merlan frit, vous voyez, après avoir fait une première salve contre Kaliningrad, sans pénétrer dans l'oblast de Kaliningrad, et on regarde Poutine, on dit « Et tu passes nucléaire maintenant ?» C'est une leçon pour l'OTAN ? Alors, l'OTAN y a réfléchi avant. Je veux dire, il y a déjà des plans. Vous prêchez pour votre paroisse, général Yakovlev. On y a pensé. Ce que je veux dire, c'est que les militaires, forcément, ils ont dit voilà ce qu'on pourrait faire, voilà ce qu'on saurait faire, voilà les implications. Après, l'OTAN, c'est 32 pays. Il faut qu'ils approuvent le plan. Donc, quel est le degré d'enthousiasme pour le faire? C'est un autre sujet. Est-ce que nous allons nécessairement vers l'escalade, tout de même, général Yakovlev, quand on lit ceci? Alors, vous allez me dire, c'est les diatribes de Medvedev. Mais tout de même, il parle de nature perfide de l'Occident, son sentiment déformé de supériorité sont toujours évidents. Nous devons agir en conséquence, en ripostant pleinement, voire en lançant, et c'est là que c'est intéressant, des frappes préventives, si nécessaire. Est-ce que on est encore dans des techniques de dissuasion quand on voit ces mots-là? Oui. Alors Medvedev, c'est pas la première fois qu'on le dit. Et puis, sauf erreur, il a des enfants qui sont à l'université à Londres ou un truc comme ça. Donc il faut quand même que tous ces enfants de la nomenclatura, par exemple la famille Lavrov est à Londres. Donc il faut quand même qu'ils choisissent leur cible. Vous voyez ce que je veux dire? À moins de carboniser leur propre famille. Donc c'est facile de dire l'Occident dégénéré ne mérite que, avec ce discours méprisant de Medvedev, tous leurs enfants font leurs études en Occident, en gros. Et donc ça fait partie du fond de sauce. Attention, on est capable de le faire. Voilà. Alors écoutez ce que disait la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, la très connue Maria Zakharova. Les tout premiers missiles abattus par nos systèmes de défense aérienne nous permettront d'établir rapidement où et comment ils ont été produits et surtout de désigner avec précision leur pays d'origine. Nous avons déjà prévu des conséquences. La Russie se considère en droit d'utiliser ses armes contre les installations militaires des pays qui autorisent l'utilisation de leurs armes contre la Russie. En cas de nouvelle escalade du conflit, nous répondrons de manière décisive et en nature. Aller trouver l'origine des détenteurs des armes qui auraient ciblé la Russie, on est tout de même dans une zone stratégique grise. Je ne sais pas pourquoi ils s'inquiètent de ça, parce qu'il n'y a pas de doute que s'il y a tel type de missile qui est tiré par les Ukrainiens et qui tombe sur le sol russe, et c'est déjà arrivé, soit dit en passant, oui, que ça a été produit aux États-Unis ou par MBDA en Europe. Il y a eu des drones également. Et il y a eu des drones. La plupart des drones aujourd'hui, surtout de longue portée, c'est les Ukrainiens qui les fabriquent, d'ailleurs, avec de vrais succès. Mais donc, il n'y a pas de doute. Et alors, on s'en fout total. On sait très bien qui a donné ces missiles. Voilà. D'ailleurs, à ce sujet, Dmitri Peskov attaque directement l'OTAN. Écoutez.
La doctrine nucléaire de la Russie reste en vigueur et par conséquent, toutes ces dispositions continuent de s'appliquer. Est-ce qu'on peut encore considérer qu'une attaque contre un membre de l'OTAN est impensable? Est-ce que vous diriez qu'il y a un vrai risque désormais? Alors, rien n'est impensable déjà. Par exemple, le renouvellement de l'agression en février 2022 paraissait impensable. Moi, je le dis franchement, je pensais que c'était impensable parce que ça me paraissait irrationnel. Bon, je me suis trompé, comme beaucoup. Et donc, rien n'est impensable. Ni de la part de Trump, ni de la part de Poutine. Moyennant quoi, ce que Poutine veut, c'est la mort de l'OTAN. Il n'a jamais dit qu'il cherchait du territoire de l'OTAN. Et donc moi, depuis 2022, je dis toujours, attaquer l'OTAN, c'est pas la même chose que franchir une frontière d'un pays de l'OTAN avec des chars. Attaquer l'OTAN, c'est détruire l'OTAN. Que la solidarité des membres de l'Alliance est le centre de gravité de l'OTAN. Mais la déstabilisation, pourtant, elle est là, Général Yakovlev, que ce soit en mer Baltique, que ce soit à la frontière finlandaise, par exemple. Il y a des déstabilisations récurrentes. Donc il y a une volonté assez claire de déstabilité par des moyens également terrestres. Non, alors la ligne du parti à l'OTAN, à Bruxelles, c'est de dire qu'on n'a jamais été aussi fort. Bon, déjà, on a 2 nouveaux membres, la Suède et la Finlande, qui sont tombés dans nos bras suite à... Vous n'êtes plus à l'OTAN, Général Yakovlev. C'est quoi votre ligne à vous ? La ligne du parti, elle est déjà... Je vais être sympa, je vais donner la ligne du parti. Donc, notre alliance n'a jamais été aussi forte, n'a jamais été cohérente, etc. Et cohésive, enfin, vraiment, la main dans la main, etc. Bon, la vérité des prix, c'est que quand on regarde Washington, on a quand même un gros doute. D'un autre côté, quand on regarde aujourd'hui, et ce que vous montrez à l'écran, les déclarations des généraux américains qui ne sont pas complètement naïfs, qui ne se sont pas levés ce matin en se disant « Tiens, je vais faire du buzz ». Vous voyez, en plus de ça, c'est dans une conférence qui n'est pas ouverte aux journalistes. Donc, la partie où, bizarrement, ça c'est prévu. Vous voyez ce que je veux dire? Que ce message soit sorti, c'est qu'il y a eu un moment où on a laissé sortir le message. Mais fondamentalement, la vraie menace existentielle sur l'OTAN, il y en a 2, et ce sont des menaces internes. Il y en a une qui est de long terme, c'est la Turquie d'Erdogan. Ça, je l'ai dit plusieurs fois, avec toute l'affection que j'ai pour les Turcs, leur attitude vis-à-vis de l'OTAN, et on l'a vu lors des 2 dernières candidatures, elle est déstabilisante en interne à l'OTAN. Voilà. Pour l'instant, depuis quelques mois, c'est très calme sur ce front, mais on ne sait jamais. Bon. Et puis, il y a Trump. Voilà. Donc la solidité de l'OTAN, elle dépend au fond de ces deux hommes, Trump et Erdogan. Pour le reste, tous les autres membres, ils se tiennent la main, ils se tiennent comme les noyés, enfin ceux qui vont se noyer se tiennent au canot de sauvetage, si vous voulez. Donc là, il y a un gros degré de solidarité. Mais c'est ça que Poutine veut abattre, et c'est là où, jusqu'à présent, Trump a joué dans son sens. Depuis le début de son 2e mandat, Trump, il a quand même sacrément secoué la bête. Mais est-ce que Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, n'a pas réussi d'une certaine manière, alors qu'on aime ou on n'aime pas l'attitude, à renverser la donne, puisque Donald Trump a dit que des missiles patriotes étaient déjà en route pour Kiev? Écoutez. Je pense que quelques pays qui ont des patriotes vont les envoyer en Ukraine et nous les remplacerons. Mark se chargera de la coordination avec l'OTAN, mais ils vont commencer à arriver très bientôt. Nous avons un pays qui a 17 patriotes prêts à être expédiés. Nous n'en aurons pas besoin, nous allons donc trouver un accord pour que les 17 patriotes partent. Ça, c'est tout de même un tournant majeur, on ne peut pas le nier. Non. Ah. Pourquoi ? Non, parce qu'on est dans la déclaration, on est déjà Trump, il ne sait pas de quoi il parle. Donc il dit 17 patriotes. Alors, est-ce que c'est 17 lanceurs ? Est-ce que c'est 17 batteries ? Ce qui multiplie le prix par 8, etc., etc. Il semblerait, depuis aujourd'hui, que les 17, d'abord il s'agit de 17 lanceurs, donc ça ferait l'équivalent de 2 batteries, donc avec plusieurs radars, etc., que c'était la livraison prévue pour la Suisse en 2026. Donc déjà, c'est le grand bonheur des Suisses
de s'entendre dire que finalement votre livraison aura lieu plus tard. Si on décide de privilégier l'OTAN. Oui. Et en plus, la Suisse n'est pas membre de l'OTAN. Oui, et donc, c'est pas Mark Rutte qui va dire aux Suisses, tiens, au fait, voilà. Donc, en fait, tout ça montre que Trump ne fait... C'est pas de quoi il parle. Il ne fait aucune attention aux aspects techniques du dossier, ce qui tend à décrédibiliser son discours politique, sa parole, puisqu'il ne sait pas de quoi il parle, en gros. Et ensuite, il ne sait pas de quoi il parle au sens de qui va donner quoi et par quelle procédure. Et puis, ce n'est pas l'OTAN. L'OTAN n'a pas de budget pour acheter du matériel. Ce n'est pas l'OTAN qui achète des missiles. Ce sont les pays qui achètent des missiles. Alors, que l'OTAN fasse de la coordination, oui. D'ailleurs, Trump a dit, Marc va s'en occuper. Mais ce n'est pas l'OTAN qui va donner. Ce n'est pas l'OTAN qui va rembourser les Américains sur le prix de ce matériel. Alors, qui va payer ? C'est nous, enfin les Européens, enfin ceux qui sont dans pays par pays ? Par exemple, les Allemands, s'ils sont prêts à donner de leurs batteries et à en acheter 2 nouvelles aux Américains, c'est ce que souhaite Trump. Les Allemands ont déjà fait cadeau, je crois, de 2 batteries. C'est quand même un gros cadeau. À $1 milliard la batterie, on peut vraiment dire que les Allemands ont fait un effort. Et je ne compte pas les missiles. Il en faudrait combien pour protéger le ciel ukrainien ? Alors, le calcul de base, c'est 26 batteries. Pour avoir un premier degré de protection sur, en gros, l'ensemble du territoire contrôlé actuellement par les Ukrainiens. Mais tout dépend du nombre d'attaques en face, des trajectoires des attaques, et puis surtout de qu'est-ce qu'il y a dans ces attaques. Parce que les patriotes n'arrêtent pas tout, ou on ne les fera pas arrêter tout, parce qu'il y a un rapport pris par rapport à la cible qui est débile. On n'arrête pas avec un missile d'$1 million un drone de $60 000. Ça, c'est du temps perdu. Donc avec un missile à $1 million, on arrête un missile balistique, ce qui est une petite partie des frappes russes en réalité. Et puis on flingue des avions ou des hélicoptères s'ils arrivent à porter, ce qui n'est pas le cas puisque les Russes les tirent de plus loin. Donc le Patriot ne résout qu'une partie de l'équation pour les Ukrainiens, et en termes d'objets qui tombent au sol en explosant, c'est une petite partie en réalité. Il faudrait quoi d'autre ? Beaucoup de canons, de canons de 20 mm, de 12-7, du petit calibre, très efficaces contre les drones, qui sont la plupart des objets lancés par les Russes. Le problème, c'est que ce sont des armes qui ont une portée très limitée, 1 km, 2 km, max 3 km, donc il en faut beaucoup, avec beaucoup de servants. Alors, les Ukrainiens font un gros effort pour les produire. Beaucoup d'armées européennes ont ça en stock et pourraient les donner ou ont commencé à les donner. Par exemple, les Allemands ont donné leur Gepard, des canons bitubes de 35 mm. C'est radical contre un drone. À 3-4 km de portée, un drone comme le Shahed n'a aucune chance face au Gepard. Et ça coûte quelques obus à chaque fois. Le problème, c'est que, alors là, on n'est plus dans 26 batteries, on est dans, je ne sais pas moi, 1200 systèmes. Enfin, on est dans des quantités fantastiques. Les Ukrainiens sont en train de développer des mitrailleuses lourdes, des calibres 12-7 pour en parler en technique, pilotées avec l'aide de l'intelligence artificielle pour discriminer les cibles, etc. Donc ça, c'est une guerre avec des, entre guillemets, par en dessous. Et puis les Ukrainiens développent des drones anti-drones. Et puis ils ont une guerre électronique qui leur permet d'abattre une partie des drones. Donc le Patriot, c'est symbolique, c'est pas que symbolique, c'est une partie de l'aide, mais c'est pas parce qu'on donnerait, comme dit Trump, 17 patriotes, c'est-à-dire 17 lanceurs, 2 batteries de plus aux Ukrainiens, que d'un coup, ça y est, à Odessa, on dort tranquille. C'est pas vrai. Qu'en est-il des systèmes en Europe pour pallier ce manque ? Emmanuel Macron s'est entretenu avec Volodymyr Zelensky et il lui a parlé des SAMP-T que nous possédons en France. Ils sont au nombre de 8 au total en France. Est-ce qu'on est réellement dans la capacité de donner aux Ukrainiens, d'exporter ? On en a donné un aux Ukrainiens, un système. Donc ça nous a coûté très cher. L'armée de l'air, forcément, quand il y en a 8 et qu'on lui en prend un, ça ne l'amuse pas plus que ça. Surtout, à la loi de programmation militaire, on a prévu d'en racheter, mais ça n'arrivera pas après-demain.
Et puis les missiles, alors le SAMP est très performant, la dernière version, les derniers missiles sont plus performants que les Patriotes pour des portées comparables. Et le radar est plus performant que celui des Patriotes. Donc le SAMP est un super système. Et c'est juste qu'on n'a pas les productions industrielles des Américains. Les Américains sont en train d'atteindre, en missiles Patriotes par an, de l'ordre de 650 missiles par an, en capacité de production. MBDA, j'ai cherché MBDA, le fabricant Eurosam, le consortium. Quand on va sur Internet, j'arrive pas à trouver notre chaîne de production est à temps. Vous voyez, bizarrement. C'est sans doute moins que les Américains. Mais l'argument des Ukrainiens, c'est de dire que votre sol n'est pas menacé, en fait. Nous, oui. Et c'est nous la première ligne de défense. Donc à la limite, vous n'en avez pas besoin de vos Mambas, donnez-les-moi, et ils feront le boulot à l'avant. C'est un argument qu'à titre personnel, je serais prêt à entendre. On apprend d'ailleurs ce soir par le Washington Post que Donald Trump a conseillé à Volodymyr Zelensky de passer à l'offensive. Est-ce que ça veut dire que d'une certaine manière, Donald Trump pourrait envoyer des armes offensives à l'Ukraine ? Alors oui, il parle beaucoup, Donald Trump. Il dit, vas-y, passe à l'offensive. Et quand il était encore que candidat, il a tout fait pour ne pas donner d'armes aux Ukrainiens. Là, quand il est arrivé aux affaires, il a arrêté le peu qui arrivait. Et là, il parle d'en redonner, là, les Patriotes, etc. Il a parlé une fois des missiles sol-sol, mais il ne les a pas donnés. Donc, c'est vraiment facile de dire aux gars, allez à l'offensive, les gars. Moi, je ne vous donne rien, mais vous avez qu'à aller à l'offensive. Ça, c'est bon. C'est une vue de l'esprit. Alors, les Ukrainiens frappent dans la profondeur avec leurs propres drones, alors sur des cibles militaires, avec une certaine efficacité, pas assez pour dégrader visiblement l'appareil de production russe, assez pour quand même leur compliquer la vie. Donc dire aux Ukrainiens, passez à l'offensive, c'est vraiment armons-nous et partez, quoi. Hein. Elle est facile, celle-là. Mais ça ne veut pas dire d'une certaine manière que les Américains pourraient soutenir les Ukrainiens s'ils disent passer à l'offensive. Ça veut dire qu'il y a une assurance d'une certaine manière. Alors, il faudrait que ça soit dans un discours politique plus cohérent de la part de Trump vis-à-vis de Poutine. Et par exemple, de dire à Poutine, oui, j'ai viré ma cutie, oui, j'ai changé d'avis oui, je vais te forcer à négocier honnêtement, et pour ça, je vais donner directement tout ce que je peux à l'Ukraine pour qu'elle se défende. Il a donné et je vais 50 lui jours donner... aux Russes. Oui, et pas dans 50 jours, demain. Et puis, je vais leur donner des moyens sol-sol. Les HIMARS, les attaques MS, en plus grande quantité. Les Américains en ont quand même. Et sans les emmerder avec ça tire où. Tant que c'est des cibles militaires, pour moi, où que ce soit par rapport à la frontière, ça m'est égal. Mais c'est pas ce qu'il dit, Trump. Donc, il donne des bribes d'encouragement et puis il donne un discours complètement surréaliste. Les gars, il n'y a qu'à aller à l'offensive. D'où ça lui vient, celle-là? Mais derrière tout ça, il y a toujours la même rengaine. C'est-à-dire, il faudra acheter américain. Oui. Trump a cette logique depuis le début, d'une certaine manière. Oui. Ça peut vous paraître paradoxal, ça ne me chagrine pas. Je veux dire, je comprends pour les Américains que l'Ukraine ne soit pas un objet prioritaire. Je le comprends, ça. Je comprends que les Américains ont donné à peu près 60 milliards de dollars de matériel militaire. C'est pas 350 milliards, comme dit Trump, ça c'est pas vrai. Mais ils en ont réellement donné 60 milliards, ce qui est beaucoup, ce qui fait d'eux le premier contributeur. Je comprends que les Américains disent, puisque l'Ukraine vous tient tant à cœur, on va vous ouvrir les vannes de notre industrie, mais c'est vous qui payez. Ça me choque pas, ça. C'est votre intérêt. Donc c'est la conjonction entre l'intérêt américain d'écouler leur production et l'intérêt est d'accroître leur chaîne industrielle, parce que ça aussi, ça aide. Et pour les Européens, oui, vous parlez très facilement. Ouais. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, d'une certaine manière. Oui, il faut... Nous devons tous faire un effort pour aider plus les Ukrainiens. Je regrette qu'en Europe, depuis 2022, le consortium Eurosam, par exemple, qui ne fait pas le SAMT, on n'a pas dit, alors que le président Macron disait « ça y est, c'est l'économie de guerre, on se met sur un pied de guerre et tout », ouais, 4 mois plus tard, on passait les premiers contrats
Et on leur disait, vous allez doubler votre production de missiles d'ici l'année prochaine et vous allez la tripler d'ici 2 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Et on serait beaucoup plus tranquille là aujourd'hui pour dire on va aider les Ukrainiens. Mais là, depuis 2022, on fonce à la vitesse de la tortue, quoi. Est-ce que les Allemands donnent une certaine impulsion quand on entend les propos du chancelier allemand qui dit ceci? Écoutez. J'observe que les Américains se détournent depuis des années de l'Europe et se tournent vers l'Asie. Ce pivotement vers l'Asie, comme on dit, est en train de se produire et les Américains s'intéressent à d'autres régions du monde et se voient confrontés à une concurrence très rude avec la Chine. C'est la raison pour laquelle ils nous disent « Occupez-vous de vos propres affaires » et nous le faisons. Alors les Allemands sont concernés, notamment ils ont des troupes américaines en Allemagne. Est-ce qu'il est possible que les Américains retirent leurs troupes, c'est-à-dire d'avoir une Europe seule? Alors c'est clairement pas à l'ordre du jour. L'État profond américain, c'est-à-dire les militaires et les think tanks, enfin tous les gars qui sont pas des abrutis idéologues, comprennent qu'ils ont tout intérêt à rester en Europe, les Américains, ne serait-ce que comme base pour aller plus loin. Bon, mais leur présence en Europe est quand même conditionnée, à la fin des fins, par le statut de l'OTAN. Je veux dire par là que si Trump dit « moi j'arrête l'OTAN », vous m'énervez, j'ai autre chose à faire, je claque la porte, et Mark Rutte ne me lèche pas assez bien les bottes, ou il faudrait qu'il change de cirage, je ne sais pas. Enfin bref, je vous quitte. À ce moment-là, tout le monde le regarde les yeux dans les yeux et dit, on ferme tes bases alors. Et l'Europe devient un trou noir. Et la 6e flotte qui est à Naples, elle va où? Je ne sais pas, tu négocies. Sénégal. Vous voyez, là, on aurait les moyens de... Et puis, la défense antimissile balistique de l'OTAN, qui est en place, qui existe, une défense antimissile balistique à base de missiles, entre autres des Patriotes. Elle sert à protéger les États-Unis de l'Iran. Si on leur dit, nous, on n'est pas menacés par l'Iran, donc vous remballez votre truc là, votre radar qui est à Kürecik en Turquie, vos lanceurs qui sont à Deveselu en Roumanie et à Rejikovo en Pologne, on ferme. Vous remballez vos missiles. Vous attendrez les missiles quand ils vous arriveront sur la gueule. Ça, c'est un vrai argument pour rester à l'OTAN, pour les Américains. En plus, c'est un marché. Et les Allemands et tous les pays européens, le plus grand marché de l'armement pour les Américains, en dehors de l'armée américaine, c'est l'Europe, et de loin. Quand on voit ce soir qu'un 18e paquet de sanctions a été voté, est-ce que c'est assez? Écoutez ce que disait Pierre Servan à ce micro. On avait parlé ensemble il y a quelques semaines d'une autre incohérence, le fait qu'il a fallu aux Européens d'arriver au 17e plan de sanctions pour que dans ce plan de sanctions, des matériaux, des composants essentiels pour la fabrication des fusées russes soient mis sous embargo et soient arrêtés. Alors ça, si vous voulez, c'est le charme désespérant des démocraties. C'est aussi, encore une fois, la résultante du fait on se fait pas mal. Vous êtes d'accord? Oui, absolument. Il arrive très souvent que je sois d'accord avec M. Servan. Donc, absolument. Et juste pour être court, il y a un autre aspect. Vous savez, SWIFT, le réseau bancaire mondial, on a dit, dans les premiers paquets de sanctions, on va couper SWIFT. Non, c'est 7 banques russes qui ont été privées de l'accès à SWIFT. Donc, il y a une centaine de banques russes qui ont continué à travailler avec SWIFT. Et donc, le contournement... Et dans ce paquet de sanctions, il y a, je crois, 27 banques supplémentaires russes. On n'a pas dit toute banque russe est bloquée de SWIFT. Toute banque indienne qui travaille avec les Russes et qui contourne les sanctions n'aura plus accès à SWIFT.